Bonsoir et bienvenue à l'Institut suédois. En venant ici dans la salle, vous avez traversé notre très belle expo de Sara Ride Eriksson, et où la nature prend une place importante, et elle dit même que elle est la nature et elle fait partie de tout ce qui l'entoure. Et c'est justement ce thème, notre rapport à la nature et le sauvage, qu'on va aborder ce soir avec point de départ, le roman de Kerstin Ekman, La course du loup. Je vais laisser la parole à M. Antoine Coffer, qui est rédacteur en chef de la revue Billboard, qui est la revue éditée par la Fondation François Sommet. Cette fondation qui abrite aussi le musée de la chasse et de la nature. Et je voudrais juste vous rappeler que vous avez donc vente des livres par la librairie Café Nordique Book Bar dans la salle juste à côté. Je laisse la parole à M. Coffer. Merci. Merci beaucoup Aino, merci à toute l'équipe de l'Institut suédois pour cette invitation et pour l'organisation de cette soirée. Donc cette soirée qui est sous le signe de la littérature et de la peinture, puisque comme le disait très justement Aino, elle fait écho à la fois à l'exposition en cours à l'Institut suédois, et là je m'excuse d'emblée auprès de tout le monde pour la prononciation des mots suédois et des noms propres, mais de Sara Ride Eriksson, et à la parution cette année de l'ouvrage La course du loup de Kerstin Ekman, qui va jalonner notre parcours, puisque nous aurons des lectures du comédien Thierry Bosc à ma droite, qui émailleront notre conversation. Alors cette conversation, j'ai le plaisir de l'avoir avec plusieurs personnes. À ma gauche immédiate, Valérie Chansigo. Valérie Chansigo, vous êtes historienne des sciences et de l'environnement, et vous vous intéressez notamment aux relations entre l'espèce humaine et la nature. Vous avez écrit plusieurs ouvrages chez Delachaux et Nisley, mais également chez Actes Sud dans la collection Monde Sauvage, Les Français et la nature, pourquoi si peu d'amour ? Et c'est aussi ce qui fera l'objet de notre échange, à savoir d'examiner les différences culturelles entre le rapport au sauvage, à la nature et au sacré, entre la France et la Suède. J'ai également le plaisir d'avoir avec moi Marianne Segol. Marianne Segol, vous êtes traductrice justement de l'ouvrage de Kerstin Ekman, également dramaturge. On a entendu votre voix récemment au micro de Marie Richeux sur France Culture. Enfin, à ma gauche, David Thuofel. Vous êtes historien des religions et vous avez notamment réfléchi au rapport quasi religieux que les Suédois entretiennent avec la nature. Ce qui a fait l'objet d'un certain nombre d'ouvrages en suédois dont je ne vais pas prononcer les titres, mais que vous pouvez peut-être nous montrer. Voilà. Donc je ne prononce pas, mais allez-y. La forêt des conifères, comment la nature est devenue la religion des Suédois. Voilà, et j'en profite pour remercier notre interprète, évidemment, qui va accompagner toute la soirée. Merci beaucoup. Alors, donc, comme je le disais, cette soirée, elle va se dérouler à mesure que l'on va entrer dans le texte de Kerstin Ekman. On aime bien, à l'image et de la revue Billboard, et de l'Institut suédois, et de l'écosystème des institutions culturelles du Marais, innover et expérimenter. Donc nous allons innover ensemble sur un format expérimental, à savoir que Thierry Bosc, comédien, va nous lire un certain nombre d'extraits, et on va essayer, nous, de réfléchir ensemble et de prendre de la hauteur sur le texte pour voir ce qu'il implique en termes de références culturelles et en termes de rapport
à la nature et au sacré. Dans l'immédiat, je pense que le mieux pour rentrer dans ce texte, bien, c'est de le faire entendre. Donc Thierry, si vous voulez bien nous lire un premier extrait, je donne simplement le contexte. Il s'agit, vous l'avez compris, la course du loup, d'un texte qui s'articule autour de cette figure animale qui est sans cesse fuyante. Et pour ce premier extrait, au contraire, on a une première rencontre entre Ulf, qui est garde-chasse, et cet animal. Donc là, on est au tout début du roman, et nous avons une première scène de rencontre entre l'humain et l'animal. Trouve le chasseur gris, ai-je pensé. Mais je ne savais pas si j'y arriverais. Le ciel devenait verdâtre à mesure que la lumière du jour augmentait. C'était incroyablement, oui, invraisemblablement calme. J'étais moi-même aussi immobile qu'un hibou sur un sapin ou qu'une pierre ensevelie sous la neige dans la forêt. L'hiver, peut-être une feuille blanche ou bleutée sur laquelle on écrit « Lors de ma dernière visite ici, aucun être vivant n'avait inscrit ses traces dans la neige, aucune empreinte de pattes ou de sabots, pas même une jolie broderie laissée par les griffes de campagnol, aucun oiseau, aucune trace. Tout semblait s'être effacé dans cette blancheur et la forêt, sombre, sous les branches enneigées, se reposait sur elle-même. Aujourd'hui, c'était différent. Tout était aussi immobile, mais quelque chose s'était produit. Un couple de loups vivait à Bratton. Ça, je le savais. Il avait eu une portée de louveteaux qui devait avoir bien grandi, mais il se trouvait loin d'ici, au moins à 2 kilomètres. Lui était sans doute un loup solitaire. Il pouvait venir d'encore plus loin, à la recherche d'une proie et, bien entendu, d'un accouplement. Une bonne heure s'était écoulée. La température était à présent agréable dans la caravane. Zenta s'était libérée de la couverture et dormait. J'aurais voulu me servir une autre tasse de café, mais je n'osais pas bouger. Je savais qu'une créature avait posé ses pas à l'entrée de la forêt, une créature aux aguets. Et soudain, il est sorti. Il avait fait ça avec une élégance facile à comprendre. Ce monde était le sien. Il est apparu, venant des bois, un peu plus loin que ma trace de ski. Il s'est immobilisé au bord du marais, entre un genévrier et un pin rabougri. Il a regardé attentivement la petite étendue de neige et a tourné la tête si bien que j'ai vu son profil, avec son museau noble, son front droit et ses oreilles dressées. J'ai attrapé mes jumelles le plus silencieusement possible et je les ai réglées. Il s'est de nouveau tourné vers le marais. L'image était si nette que même les poils touffus de ses oreilles, au contour noir, étaient visibles. Ses yeux étaient légèrement obliques et très clairs. Il faisait une forte impression, avec son col laineux et ses poils de garde ébouriffés dépassant de ses joues. À cet endroit, son pelage était blanc et descendait en pointe sous son cou. Il avait des taches gris-blanc au-dessus et au-dessous des yeux, où courait une ligne plus épaisse de poils gris. Ses pattes antérieures étaient hautes et blanches, en tout cas sur le devant. Le blanc n'était pas aussi éclatant que la neige, une nuance jaunâtre plutôt. Sa fourrure, elle, était grise, avec des touches de ce blanc.
Dans l'ancien temps, lorsque les gens n'osaient pas prononcer son nom, on l'appelait Gros-Bien. Ses pattes étaient longues. C'était un grand mâle. C'est ce que j'avais pensé en voyant les empreintes. Il a fait un mouvement souple de la tête pour flairer les abords du marécage, comme s'il allait se diriger vers le lieu où se trouvait sa proie, mais il s'est arrêté, a levé le museau, humé l'air. Mon odeur était évidemment toujours présente, le vent s'étant légèrement levé, elle était parvenue jusqu'à lui. Il s'est alors détourné et s'est frayé un chemin au milieu des sapins avant de disparaître. Tasse, ai-je pensé, parce que c'est comme ça aussi qu'on l'appelait dans les temps anciens. J'avais également entendu ma grand-mère employer le mot schlonk. Ses longues pattes et ses griffes puissantes l'emmenaient loin dans le bois, sur sa terre de loup. Après cette apparition, lorsque j'ai repris mes esprits, j'ai senti à quel point j'étais frigorifié, le corps raidi à force d'être resté immobile. J'ignorais si cette scène avait duré quelques minutes ou des heures. J'avais vécu ce moment hors du temps des hommes. Voilà, merci infiniment Thierry. On s'arrête sur ce moment hors du temps des hommes, et je crois qu'il y a justement dans cette scène quelque chose d'une densité, de quelque chose de très resserré, et en même temps on est sans cesse, et je crois que c'est une caractéristique de l'écriture de Kerstin Ekman, on a quelque chose où on est sans cesse en fuite. La langue comme ça à la fois se déplie et en même temps fuit, se dérobe. Il y a quelque chose de très étrange, on est à la fois dans un regard, il y a quelque chose de très cinématographique, on voit l'animal bouger, on a une description extrêmement minutieuse, et en même temps on est tout de suite rappelé à quelque chose de l'ordre du mythe, de l'ordre de la légende, de l'ordre de l'animal qui est d'une autre terre. Et c'est justement sur ces notions que j'aimerais revenir. Alors peut-être, puisqu'on on a encore la chaleur du texte dans le creux de l'oreille, Marianne, peut-être est-ce que vous pouvez, vous qui avez traduit, qui avez été au plus proche de la langue de Kerstin Ekman, peut-être que vous pourriez nous expliciter un petit peu le travail de traduction, les moments un peu d'achoppement, les moments où justement cette langue pouvait fuir, et comment est-ce qu'on pouvait la traduire, quelles ont été un peu les difficultés de retranscription à la fois linguistique et culturelle peut-être, puisqu'on a un certain nombre d'éléments culturels qui sont rappelés. Voilà. Vaste question. C'est vrai que c'est un roman qui n'a pas été simple à traduire, parce que évidemment Kerstin Ekman est une très grande écrivaine, et il y a une sorte de fluidité, et à la fois de complexité et de fluidité dans sa langue. On est dans une langue à la fois très terrienne, elle vient du Hälsingland, qui est donc une région en Suède, et elle utilise aussi beaucoup de mots de cette région, de dialectes. Ça tombe bien, ma mère vient de là, donc de Bollnäs, on en parle. Donc je connais quand même cette région, ce qui m'a aussi beaucoup aidée. J'ai été beaucoup aidée d'ailleurs aussi par mon oncle, qui a un ami chasseur, qui m'a aidée aussi sur les termes de chasse, parce qu'il y avait vraiment aussi... Enfin, voilà, tous ces termes qui sont aussi pas forcément ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc elle a un mélange sur de langues un peu anciennes, régionales, et puis quelque chose de très lyrique. C'est vraiment, on oscille entre des envolées lyriques comme ça, mais jamais d'une manière sophistiquée, je sais pas comment dire. Ce qui est souvent un peu compliqué avec le français, parce que le français sophistique beaucoup. Donc il fallait rester... Bon, déjà, j'avais beaucoup de mots à chercher, vraiment, pour essayer de comprendre un peu quel était le sous-texte aussi de tout ça. Puisque moi, ce passage, pour moi, il est très, très,
très beau et très révélateur de son écriture, parce qu'on est vraiment sur la page blanche, en fait, où le début, elle arrête pas de parler comme ça de ces traces dans la neige. Et puis à partir du moment où cette neige va être recouverte, en fait, ça redeviendra vierge comme une page blanche. Et un peu plus tard, il y a aussi un moment très beau, il a envie d'écrire quelque chose pour le loup, en fait, de lui écrire un mot. Et il sait que le loup ne le comprendra pas, puisque c'est la langue de l'être humain, et l'homme a besoin de définir, de donner des noms aux choses, ce qui n'est pas le cas des animaux. Et quand ce sera recouvert de neige, peut-être que ce sera là que l'écriture sera possible, enfin que la compréhension sera possible. Donc on oscille comme ça, enfin pour moi vraiment entre le monde animal, la nature et l'acte d'écrire. Et on le voit d'ailleurs, enfin je sais pas si c'est rien que dans le titre qui a été très compliqué, enfin qui était impossible et intraduisible en fait, qui est löpa et en suédois et qui est une expression löpa c'est courir, val c'est le loup, mais c'est aussi une expression ancienne que moi je connaissais pas et je crois que beaucoup de gens la connaissaient pas. La connaissent pas en Suède, qui est une expression ancienne qui était que on disait qu'autrefois certains hommes disparaissaient en fait et devenaient des loups, et quand ils réapparaissaient en fait ils disparaissaient périodiquement comme ça, ils réapparaissaient, et quand ils revenaient ils étaient exactement les mêmes, sauf qu'ils avaient en fait une patte de loup qu'ils dissimulaient qu'ils dissimulaient. Et donc c'est aussi ça, enfin, j'ai l'impression que c'est la patte de l'écrivain, hein, l'invisible, quoi. Voilà, et je ne sais pas si j'ai répondu à la question en fait. Si, mais c'est très bien, on entre à mesure dans le texte, donc là on est tout de suite dans la densité justement de l'écriture, et ce qui m'amène à une autre chose, c'est qu'on le voit hein, dans cette scène, il y a quelque chose d'extrêmement resserré, et en même temps des références culturelles qui nous éloignent. On est dans le domaine de l'imagination, de la mémoire, et je me demandais justement, David, si cette scène elle n'était pas emblématique aussi d'un rapport dans cette densité, s'il n'y avait pas déjà une sorte de sacralisation de l'animal. Est-ce que ça c'est un trait qui est propre à Kerstin Ekman, ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose que l'on retrouve de façon plus large dans un rapport que les Suédois peuvent avoir avec cet élément naturel? Då svarar jag på svenska. Jag tror att det är så här att många av de stora svenska författarna, bland annat Kerstin Ekman, har en underton av en sorts bortglömd andlighet som är så det finns en sorts tystnad kring ett sånt andligt arv i Sverige där man inte artikulerar, men under ytan så finns det en sorts existentiellt allvar som liksom sipprar fram, men det är otroligt subtilt och outtalat. Klarar det? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains en Suède, donc notamment Kerstin Ekman, qui a ce ton entre les lignes d'un sacré qui serait peut-être oublié. C'est le silence, un sentiment du sacré qui vient d'une génération à l'autre et qui reste entre les lignes. Il y a un sérieux existentiel, mais c'est très subtil. Det finns någonting, om vi talar om det språket, det finns någonting i svenska språket, en serie av extremt jordnära, enstadiga naturord. Till exempel myr, alm, ask, sten, berg. Ungefär som att de första orden som man uppfann på det här språket var beskrivningar av naturen. Il y a dans la langue suédoise une série de mots qui sont très ancrés dans la nature. Les deux pieds sur terre, ce sont des mots qui sont très courts en suédois. Je peux que les nommer en suédois, myr, alm, sten, ask, que ce soit le nom d'arbres par exemple, que ce soit le nom d'éléments dans la nature, c'est très, très précis. Som att det absolut mest autentiska i det mänskliga livet är någonting som vi möter i mötet med denna otämjda vildmark.
Och då vill jag också säga att huvudpersonen heter ju Ulf. Och Ulf är ett namn, ett enstavigt namn som också betyder varg. Så att han är ju själv denna varg. Och temat är ju hur han, som jag läser den här boken, att han blir ju mer som vargen. Och vargen blir mer som honom. Oui, il y a quelque chose de très authentique, hein. Comme si, quelque part ici, nous arrivons à créer, en décrivant la nature aussi, de décrire la vie humaine et notre relation à cette nature sauvage. Et je voudrais préciser ici également que le personnage principal s'appelle Ulf, ce qui est un autre mot pour dire loup, justement, en suédois, et quelque part, il est loup. Et je pense qu'il devient loup, et que quelque part, dans cet ouvrage, le loup aussi devient plus humain. Oui, et d'ailleurs c'est quelque chose que vous rendez dès le début de l'extrait qui a été lu, Marianne, parce que l'extrait s'amorce avec le segment trouve le chasseur gris. Et en fait le chasseur gris c'est précisément ce loup. Une chose à laquelle m'a fait penser votre intervention, David, c'est l'idée d'une sorte de pudeur. Est-ce que c'est un mot qu'on pourrait appliquer à la fois à l'écriture de Kerstin Ekman ou alors de ce rapport authentique que alors je dis les Suédois, c'est des raccourcis toujours un petit peu gênants, mais enfin, qu'une tradition culturelle suédoise pourrait avoir entretenu au fil des générations dans la liste. Ja, men det är verkligen så. Det finns det finns en tystnad i, alltså det här vet ju alla, i norra Europa pratar de mindre och speciellt på vissa ställen i norra Sverige. Det finns en sorts tystnadskultur. Och det finns en känslighet för att, vad vi säger då, prata sönder någonting. Och det här är ju tematik i den här boken. Att Ulf vill inte berätta ens för sin fru om denna naturupplevelse han har haft i det här mötet. Därför att det finns en risk att man pratar sönder en upplevelse genom att sätta ord på den. Oui, tout à fait, c'est ce silence. Tout le monde sait que dans le nord, on a tendance à parler moins, on est connu pour ça, surtout donc dans par exemple, le nord de la Suède. Et il y a cette expression, cette idée qu'il ne faut pas trop en dire. Si on en dit trop, on a quelque part détruit ce qu'on voulait dire. Et Ulf, surtout, ne veut même pas en parler de cette rencontre à sa femme, car il y a un risque justement de perdre les mots si on utilise les mots. C'est très juste l'idée du silence, parce que je ne sais pas si le pudique, je ne suis pas sûre que... Enfin, ça peut être une écriture pudique parce que c'est une écriture minimaliste qui... j'ai l'impression que chez Kerstin Ekman, là, et qu'on trouve souvent, en tout cas les auteurs moi que j'aime, c'est ce qui... C'est même pas ce qui ne peut pas se dire, parce que c'est vrai que si Ulf prononce cette phrase « j'ai vu un loup », les mots sont trop faibles pour l'émotion que ça a suscité, ou en fait l'absolu en fait du mot. Comme si en fait là Kerstin Ekman enlevait tous les comment on dire les concepts, la langue usuelle, pour sortir la pureté du moment, et que peut-être que le mot, alors ce qui est quand même fou parce qu'elle écrit elle-même, mais le mot est trop faible pour l'émotion ressentie, et elle serait capable de réduire en fait. Je ne sais pas si je suis... Et alors justement, dans cette forme d'absolu qui caractérise la manière de rendre vivant l'animal, et notamment lorsqu'il s'agit du loup, on va faire ensemble peut-être un grand saut, et on va se projeter en France, où justement il y a une forme d'absolu aussi dans ce que le loup cristallise et renferme d'imaginaire, de contradictions, de tensions. Peut-il
Petit aparté également, il est fait mention dans l'extrait alors je dis personnage, mais j'anthropomorphise, mais de Zenta, qui est donc une chienne. Et c'est drôle que dès le début de cette incipit, on soit déjà dans des rapports aussi interespèces. Peut-être Valérie, si vous pouvez nous parler un petit peu de ce que cristallise la figure du loup dans l'environnement français, et peut-être en regard de la figure du chien. Une fois encore, une grande question. Oui, vaste question. J'espère que vous avez quelques heures devant vous. Le chien est particulier parce que c'est le fruit de la domestication du loup. Tous les chiens, quelle que soit leur race, descendent du même ancêtre, à savoir le loup gris. Ce qui est frappant quand on voit la diversité de taille, de comportement, d'apparence de toutes les races de chiens que l'imagination et les désirs humains ont pu créer. Mais le chien n'est pas un loup et le loup n'est pas un chien. Il y a des capacités qu'a un chien que n'aura jamais un loup, mais élevé à sa naissance, et inversement. Il y a vraiment eu une rupture complète entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette proximité zoologique entre le chien et le loup montre bien qu'on n'a pas un rapport à l'animal, mais un rapport avec des animaux variés. Et cette diversité de relations va évoluer non seulement d'une espèce à une autre, mais également va évoluer d'un pays à une autre ou d'une époque à une autre. La situation le rapport conflictuel avec le loup est à la fois spécial à la France, mais n'est pas totalement spécial à la France. Mais on parlerait ici d'autres animaux. Il y aurait aussi ces relations très compliquées, très conflictuelles. Une bonne partie en fait de la diversité animale n'est même pas vue par la plupart des gens. Le loup, c'est une tête d'affiche. Le loup, c'est vraiment une icône dans toutes les cultures. Et c'est vrai que d'une certaine façon, le loup cache la diversité des relations aux animaux. Alors, le loup... Je ne sais pas non plus si j'ai répondu à votre question. Mais on chemine ensemble. Et justement, vous m'offrez une transition bienvenue, puisque vous disiez qu'il y avait évidemment un rapport à l'animal qui changeait en fonction du pays, de l'époque, et justement, on va progresser à mesure dans l'ouvrage et voir justement comment ces différences générationnelles dans la représentation de l'animal vont s'incarner dans le récit. Thierry, je vous laisse la parole pour la lecture d'un deuxième extrait. Je menais une vie ordinaire, probablement plus pour très longtemps, pas avec cette angine de poitrine. En tout cas, c'était une vie banale, agréable même. Je recevais de la tendresse, parfois sous forme de sandwich gentiment préparé, parfois sous forme d'une peau contre la mienne. Souvent, en fait. Mais je n'étais pas capable de satisfaire l'attente qu'une telle tendresse suscitait en nous deux. Je suppose que les médicaments y étaient pour quelque chose. Peu importe. Nous nous retrouvions. La tendresse était toujours là. Nous avions parfois des conflits. Nous en avons toujours eu. Deux forts caractères qui entrent en collision comme de lourds wagons de marchandises, chargés à bloc tous les deux, d'expériences vécues, d'opinions aussi, de positions et d'autres bêtises sans grand intérêt, mais surtout, de détermination. Nous ne nous faisions pas la tête, nous n'étions jamais rancuniers, nous nous remettions simplement sur les rails. Nous menions une vie ordinaire, moi en tout cas. Puis j'ai vu ce loup
un animal déraisonnable, selon une vieille expression. Quand j'étais jeune, j'en avais conclu que les animaux étaient des êtres non seulement dépourvus de raison, mais aussi d'âme. En réalité, la véritable signification était que, faute de raison humaine, ils étaient d'une certaine manière des innocents. Qu'avait-il fait de moi? Je l'ai vu et ma vie a cessé d'être ordinaire. J'ai commencé à remettre en question ce qui m'avait animé, mes raisons, justement. Toutes celles qui m'avaient poussé à agir, à tuer, à exécuter des plans, de grands projets que j'avais dirigés, assis dans un bureau, des projets qui devaient être modifiés en fonction de ce qui était le plus rentable pour les autorités. Grand-père faisait de l'exploitation sélective. Mon père aussi. Elle avait été interdite sur les terres de l'État en 1950. Mon père avait continué la sienne. Dans les années 80, j'avais donc hérité d'une forêt joliment entretenue, composée de petits et de grands arbres, de mousses, de pivers, de ruisseaux, de grands tétras et de Dieu savait quoi encore. Linné boréal, pyrolas, thym mousse, mûr, arctique, thym parfumé, du Labrador dans les marécages, tout. C'était une grande parcelle. J'avais privilégié les terres forestières plutôt que l'argent lors de la vente de la maison à Norrastingen et de ses dépendances. J'avais également hérité de meubles, de tableaux, de vaisselle, de verres, de couverts en argent, des objets tellement démodés qu'ils n'avaient plus de valeur. Il n'y avait pas de place pour toutes ces choses dans notre petite maison, alors nous les avions entreposées dans une remise étanche d'un voisin à côté de 2 bicyclettes et de quelques déchets. J'avais rapporté à la maison la tête d'élan, les bois de serre et les oiseaux de proie empaillés. Ils étaient un pan de mon enfance. Plus tard, lorsque nous avons emménagé dans cette maison, j'avais pu tout stocker dans le grenier. C'était devenu un musée là-haut, avec cette collection d'animaux morts. Zenta adorait se coucher sur la peau de castor sous le bureau de mon père. Notre fils, Rolf, aimait la grande maison jaune de Lawson que nous avions achetée lorsque nous avions pris notre retraite et vendu celle de Bolna. Mais depuis quelque temps, il l'appelait notre vieille baraque. Je soupçonnais que ce terme venait de sa nouvelle femme. Elle ne savait probablement pas que baraque désignait également un jeu ancien, une sorte de billard. Je suppose que tous les deux trouvaient la maison trop grande pour nous, nous devions réduire nos dépenses, faire des économies, mais je m'en foutais. J'avais obtenu 80 hectares de forêt supplémentaires lorsque j'avais acheté la maison, en plus des 160 dont j'avais hérité, 2 étages, plus le grenier et une grande véranda, des arbres fruitiers, des groseilliers, une dépendance et un abri à bois. J'y avais ajouté un appentis pour stocker plus de bois de chauffage. Ça sèche plus vite dehors. Dans une des parcelles de forêt qui accompagnait la maison, j'avais abattu un grand élan avec des bois aux ramures palmées, 12 points, brun foncé. C'était les plus beaux bois, ni la collection de mon grand-père, ni celle de mon père n'en avait de trait. Tandis que je m'occupais de la tête d'élan que j'avais préalablement découpée,
la nouvelle femme de mon fils était passée devant l'appentis ouvert. Je me tenais devant un énorme chaudron en train de faire bouillir la partie supérieure avec les bois, et j'étais sur le point d'enlever les yeux des orbites à l'aide d'une cuillère à soupe. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» s'était-elle écriée. Voilà, on vous laisse avec cette interrogation à dessein. Il y a évidemment plein de choses. On retrouve une densité dans la langue qui, on le sent, n'a pas dû être évidente à retranscrire. Et évidemment un très très beau passage sur la dualité entre un héritage purement matériel et un héritage intellectuel dans ce rapport au sauvage, à la nature. Et on voulait garder ce passage sur l'élan, puisqu'il y a quelque chose d'assez immédiat dans ce rapport au sauvage. Alors sur la question de l'héritage, on va entrer un peu plus avant dedans. Est-ce que, et là je m'adresse plutôt à David, est-ce que vous voyez une sorte de phénomène générationnel? Est-ce qu'il y aurait une rupture d'héritage dans ce qui a été transmis d'une génération à l'autre en Suède ou dans le nord de la Suède, dans cette relation à la nature? I allra högsta grad är det så. Sverige är idag ett väldigt urbaniserat land. 85% av befolkningen bor i städer. Och för 100 år sedan så bodde 85% på landsbygden. Oui, très certainement. La Suède est aujourd'hui un pays très urbanisé. 85% de la population vit dans des villes, alors qu'il y a 100 ans, c'était le contraire. Den syn på naturen som finns idag i svensk majoritetsbefolkning är naturkärleken som finns. Och också en sorts naturromantisk hållning till naturen. Den har växt fram i takt med, inte att man har kommit närmare naturen, utan att man liksom har separerats från det verkliga landskapet. Et la vision aujourd'hui de la nature telle qu'elle est aujourd'hui, cet amour pour la nature qui existe aujourd'hui, peut-être parfois aussi même une romantisation de la nature, cela s'est finalement développé, non pas parce qu'on est plus proche de la nature aujourd'hui, mais parce qu'on s'en est éloigné. Samtidigt så finns det liksom ett arv av det här gamla självhushållarsamhället, den kulturen där man levde av det som fanns i naturen. Det finns kvar även bland urbana svenskar idag och bland den svenska majoritetsbefolkningen. Till exempel, jag är född på 70-talet. Jag kan känna att jag inte får missa en blåbärssäsong. Åtminstone kände jag så förut. Jag får inte missa att plocka blåbär ett år. Och det är ett arv av ett gammalt självhushållarmentalitet som vi har haft. Et en même temps, nous gardons ce que nous avons hérité dans le sens de vouloir être aussi un peu dépendant de la nature et d'y prendre les ressources dont on a besoin. C'est une façon de vivre proche de la nature finalement. Même la majorité des Suédois, je dirais, moi personnellement, je suis née dans les années 70 et en tout cas avant, mais encore aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je ne peux pas rater par exemple la saison des myrtilles. Il faut que j'aille cueillir les myrtilles. Och den här känslan av att naturen är någonting som har hållit på som har runnit oss ur händerna. Den är väldigt viktig för att förstå känslan av en längtan tillbaka, en sorts ambivalens inför naturen som finns bland många svenskar. Il est important de comprendre ce côté où nous avons l'impression que la nature nous a comme coulé entre les doigts, comme si elle avait un peu disparu. Et il y a quelque part une nostalgie, un espoir de pouvoir la retrouver, un désir. Alors j'entends quelque chose qui se serait perdu, qui se serait effiloché, et pour en revenir peut-être à un sujet de traduction, mais il me semble que la démarche de Carsten Ekman, c'est aussi dans le choix de mots extrêmement précis. Hein, je repense à ces linnées boréales, pyrola, thym mousse, mûre arctique, thé parfumé du Labrador. Est-ce que
dans les marécages. Est-ce que tout ça, ce sont des termes, comment vous avez procédé? Est-ce que c'est des termes qui sont évidents, qui sont couramment employés? Cette nature, est-ce qu'elle est immédiate, ou est-ce que justement vous avez dû vous-même faire des recherches pour trouver l'équivalent de ces termes mais j'ai bien sûr dû faire des recherches, bien sûr. Après, je suis même pas sûre que les Suédois, vrais Suédois, parce que moi je suis moitié suédoise, connaissent. Non, là, puis je pense que c'est en plus une manière pour Kerstin Ekman de montrer aussi justement ce dont parlait très justement David. Non, là, ça c'est pas ce qui est le plus compliqué à traduire, parce que là on est dans un vocabulaire, en fait on doit trouver l'équivalent. Voilà. Non, c'est vraiment sur... Moi je dirais que c'est plus sur la manière dont elle construit, comme le fond et la forme, la forme rejoint le fond et le fond rejoint la forme en fait, avec cette histoire de pâte dont je parlais tout à l'heure, mais là sur la vie ordinaire par exemple, dans le début de cet extrait, sur le fait que tout d'un coup le fait d'avoir vu le loup change en fait la vision qu'on a du monde, et c'est réussir à retrouver cette vision, ce regard ancestral en fait, ce regard qui devient où il n'y a pas de hiérarchie. Enfin, c'est comme ça que moi, je ne suis pas une spécialiste de tout ça, tu pourrais développer ça, mais comme s'il n'existait plus de hiérarchie entre l'animal et l'homme, mais qu'on était on était tous ensemble à la création du monde, quoi. Enfin, il y avait comme si les éléments se rejoignaient, et c'est dans cet esprit de Ulf devient le loup et le loup devient Ulf. Enfin, il y a quelque chose comme ça une sorte d'harmonie, et encore une fois dans ce silence, dans cet invisible, dans le chasseur gris qu'on doit... parce que c'est vrai qu'il se réfère, en fait, ce chasseur gris, ça fait référence à un tableau qu'avait le grand-père, en fait, avec un chasseur vert qu'on devait essayer de trouver dans un flot de végétation. Et voilà, il faut... Et aussi le grand-père qui dit souvent détourne ton regard pour avoir un regard neuf, en fait, détourne des yeux pour avoir un regard neuf sur les choses. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est... Voilà. Une langue, alors j'entends une langue littéraire qui relie, qui agrège, qui permet de retrouver une complicité, une immédiateté dans un rapport qui se serait perdu. Et je crois que c'est aussi l'objet de votre ouvrage, Valérie Chansigo, Les Français et la nature, pourquoi si peu d'amour, c'est de montrer comment alors là c'est plutôt le marché éditorial français, enfin il y a un double mouvement, c'est-à-dire que les Français se sont désintéressés de la nature parce qu'ils avaient moins accès au texte, et parce qu'ils avaient été moins produits, ou parce que, contrairement à des pays étrangers où il y avait une production éditoriale dans le domaine du nature writing, elle avait été beaucoup moins présente en France. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous qualifiez cette histoire d'absence d'amour entre les Français et la nature? Là, une fois encore, je fais un saut culturel, un saut géographique, et avec une question extrêmement vaste à chaque fois. Je suis désolé, vous héritez du... Oui, parce que là, c'est bigre. Je pense qu'il faut déjà poser quelques éléments pour comprendre votre question. Si on regarde la production éditoriale depuis la fin du XVIIIe siècle, on se rend compte qu'il y a en Allemagne, alors je suis désolé, je n'ai pas étudié la Suède ni d'autres pays scandinaves, mais si on compare avec l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, une production éditoriale beaucoup plus importante, tant en nombre de titres qu'en tirage. Alors, je peux donner un exemple très vite, c'est en 1790 paraît en Angleterre un livre qui s'appelle L'histoire naturelle de Selborne. Selborne est une commune, c'est un petit village à l'époque, pas très loin de Londres, où vit un pasteur, White, qui va naître et mourir à Selborne. Et ce livre
va, depuis cette époque, connaître 200 éditions et rééditions. Et on considère que c'est le livre anglais le plus réédité après la Bible et Shakespeare. Quand même pas mal. Et en France, il est traduit en 2011. Et en fait, des livres comme ça, dans la production littéraire française, on n'en trouve pas. Le seul exemple... Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cet ouvrage de White? Parce que j'en parle comme si vous l'aviez lu. C'est sans doute pas le cas, on sera en Angleterre, les échanges seraient un peu différents. C'est quelqu'un qui va écrire des lettres à ses amis naturalistes et il va décrire la nature ordinaire qu'il voit dans son jardin et dans le chemin qui passe à côté de sa maison. Il fait des descriptions magnifiques d'un point de vue littéraire. Il y a aussi cette question de la langue pour rendre compte de la nature et de la précision. Encore une fois, naturaliste, ce n'est pas un ouvrage de fiction qu'il réalise, c'est juste la description d'oiseaux, de plantes, d'une tortue qui sort de son hibernation qu'il va faire. Et ça, les Britanniques trouvent ça absolument génial et vont le lire génération après génération. Il y a même Darwin qui va consacrer un livre à une question posée par White dans l'une de ses lettres. Et en France, il n'y a pas d'exemple similaire, sauf peut-être à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, Jean-Henri Fabre, qui écrit ses souvenirs entomologiques, et il va parler, de la même façon que White, uniquement décrire les insectes qu'il va voir dans son jardin et dans la nature, dans le sud de la France. Et effectivement, cette particularité française qu'on peut pointer du doigt, c'est un manque d'intérêt répété, récurrent, pour la nature ordinaire que l'on peut voir simplement en sortant de sa maison. Et ça, c'est quelque chose alors, qui a fait l'objet de beaucoup d'analyses, et je vais terminer rapidement juste là-dessus. Il y avait un critique qui, au XIXe siècle, avait une jolie formule. Il imputait ce manque d'intérêt littéraire pour la nature au fait que le paysage autour de Paris était particulièrement ennuyeux et que s'il y avait eu une montagne, même d'intérêt médiocre, la littérature aurait été bouleversée. Je ne sais pas si c'est vrai parce qu'on ne peut pas conduire l'expérience, mais c'est une formulation qui est assez intéressante. On va se replonger justement dans les descriptions littéraires de la nature, puisque dans le roman de Carsten Ekman, il est aussi question d'un certain carnet de chasse qui est le lieu où une mémoire peut s'établir, une mémoire individuelle et peut-être collective de la nature peut s'établir. J'ai regardé dans le placard du bas de la bibliothèque. Le bon carnet n'était pas difficile à trouver puisqu'il avait été mon tout premier. C'était à l'époque de Scott. 15 avril 1960, j'ai vu un ours à Longue-Mirène. Il était noir et il s'est levé sur ses pattes arrière, aucune perdrix blanche. Rien de plus. Étrange. Le souvenir était si vivace et si précis que je m'attendais à retrouver une longue description de ma rencontre avec l'ours. Était-il enfoui en moi qu'il ne remontait à la surface que maintenant, après tout ce temps? J'avais écrit « il » pour nommer l'imposant animal. Je l'avais aussi décrit comme étant de couleur noire. C'était exagéré. Un ours brun n'a jamais un pelage foncé. La mémoire n'est sans doute pas très fiable. Pourtant, j'étais certain que l'animal était une femelle. Et c'était justement dans ma mémoire que je puisais cette information troublante.
Un garçon avec des collets à la main voit un ours qu'il croit être un mâle, mais sa mémoire stocke bien plus d'informations que ce que son esprit et ses connaissances peuvent percevoir. Ce printemps-là, je venais d'avoir 12 ans. Je ne voulais plus penser à cet événement. Certains jours, la neige prenait une teinte grisâtre sur le chemin en contrebas. La remarque d'Inga à propos de l'exigence des autorités m'est revenue à l'esprit et j'ai pensé qu'au moins ma profession avait donné un sens à ma vie et à l'exploitation forestière du département. À l'époque, je devais passer par l'extérieur avant de pouvoir me rendre à la salle de bain pour brancher le câble du chauffe-moteur, alors qu'à présent, les jours s'écoulaient tranquillement, comme de la neige fondue, et il m'arrivait souvent de remettre les choses au lendemain. Je me suis quand même levé de mon lit pour me laver et me raser comme d'habitude. Quand je suis descendu et que j'ai demandé quel jour on était, là, toujours très occupé, il y a crié depuis l'arrière-cuisine qu'on était mardi, comme toujours. Heureusement, elle ne m'a pas entendu, sinon elle se serait jetée sur moi pour me secouer. Après avoir mangé du yaourt et des aliments pour volailles qu'elle appelait muesli. Je suis allé dans le bureau, quelques carnets de chasse étaient restés sur la table. Mon premier lièvre. J'ai commencé à parcourir les pages, celles d'un automne, il y avait près de 60 ans, lors duquel il ne s'était rien passé de particulier. 58 ans pour être exact. Il était écrit « Mauvaise neige, pas d'empreinte ». J'ai longuement scruté ces mots qui traduisaient la déception du petit garçon. Scott, lui, avait son flair pour l'aider, mais j'aurais aimé pouvoir déterminer par moi-même quel animal était passé par là. L'idée m'est venue que la pluie avait forcément laissé des flaques. Il était aussi écrit « gelé ». Difficile dans ces conditions de marcher discrètement. Oui, la glace avait dû craquer sous mes bottes. Je me souviens de ces figures étonnantes, emprisonnées dans les flaques, notamment cette image plus fine que du verre, une aile. J'étais sûrement allé voir ma grand-mère parce que je me rappelais l'entendre dire qu'un ange avait effleuré l'eau au moment où elle givrait. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Elle aussi le savait. On l'entendait à sa voix, celle qui l'utilisait quand elle racontait des histoires. Du reste, l'aile n'était pas plus grande que celle d'un épervier. Alors que j'étais assis à mon bureau, le carnet de chasse entre les mains, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce jour-là que j'avais vu l'aile. Elle appartenait à l'âge des contes de fées. Un gamin de 12 ans avec un fusil ne va pas chez sa grand-mère pour lui décrire de telles visions. Pas plus tard que l'automne précédent, et tout au long de ma vie, j'avais vu des images gelées d'ailes d'oiseaux, de brindilles, de mousse et d'étoiles. Aujourd'hui, je sais que ces figures s'appellent des fractales. Leurs motifs se répètent et varient à l'infini, comme les nuages dans le ciel. Jamais on ne verra deux fois les mêmes. Une grande consolation dans un monde saturé de stéréotypes façonnés de toutes pièces. Merci. Voilà, à nouveau un passage, je crois, emblématique de cette tension qui traverse le récit entre mémoire et oubli, entre traces que l'on laisse et voix
qui disparaissent entre écrits qui se posent sur le papier et ce qu'on entend et qui disparaît instantanément. Et également une tension entre une mémoire individuelle, puisqu'il s'agit d'un carnet personnel qui est en train d'être écrit, et puis cette phrase qu'on a choisie pour la fin de l'extrait, un monde saturé de stéréotypes façonnés de toutes pièces, c'est-à-dire qu'il y aurait aussi l'idée d'une mémoire collective qui aurait été un peu saturée ou lissée ou standardisée presque. Et ça, je me demandais si cette tension entre mémoire individuelle et mémoire collective un peu standardisée se posait dans le débat public, peut-être en Suède et également en France, puisque je crois que c'est aussi quelque chose, Valérie, sur lequel vous revenez, à savoir du fait que comme on manque d'accès à des ouvrages qui décrivent la nature, on a aussi moins de capacité à fédérer et à créer un engagement. Oui, en fait, il y a deux étages, je pense, à cette question. D'abord, c'est le rapport aux connaissances. Il y a parfois l'idée qui est une idée saugrenue, je ne sais pas comment ça va être traduit en suédois, saugrenu, l'idée saugrenue qu'il suffirait d'aller dans la nature pour ressentir forcément une émotion. Alors que depuis 2 siècles, les grandes plumes sur la nature, les grands auteurs ou autrices sur la nature ont toujours affirmé l'importance des connaissances. On a besoin du savoir pour augmenter, enrichir ce que l'on peut percevoir de cette nature. Sinon, on passe à côté. Il y a des très jolies formulations comme ça dans bon nombre de textes. Le philosophe américain Thoreau parlait de la nomenclature scientifique latine comme sa grammaire mordorée. Là aussi, la traduction va être une. Et c'est une très jolie formule pour décrire le fait de nommer avec des noms latins qui semblent être des barbarismes mais qui ne le sont pas. Eh bien, en fait, les organismes vivants que vous croisez. Quelque part, on ne peut pas avoir de relation d'amitié avec des gens dont vous ignorez le nom, avec des êtres dont vous ne savez même pas nommer. Et en fait, ce manque de connaissances n'explique pourtant pas la médiocrité de la protection de la nature. Parce que ça, alors pour le coup, c'est un autre sujet qui relève de l'organisation sociale, mais qui ne s'explique pas simplement que par le niveau de connaissance. Je donnerai juste un tout petit exemple. En Angleterre, c'est là où il y a probablement la plus forte densité de passionnés de la nature. À l'hectare, clairement, il y a une culture très très populaire de la passion naturaliste, et pourtant la biodiversité britannique ne va pas mieux que dans d'autres pays d'Europe. Donc c'est pas une relation directe entre le savoir et le fait de faire une société respectueuse ou prudente à l'égard de la biodiversité. Jag tycker att det finns en intressant relation mellan när det gäller individen, det individualistiska och det kollektivistiska och naturen. Och det finns en intressant relation mellan naturen och ensamhet om man tittar på Sverige. Oui, je pense que c'est très intéressant de voir les relations entre l'individuel et le collectif et la nature. Et en Suède, il y a une relation avec la solitude et la nature. Därför att om det är någonting som skandinaver i allmänhet och svenskar i synnerhet har världsrekord på, så är det en individualistisk livsuppfattning. Car je pense que si les Suédois ou les Scandinaves ont un record du monde de quelque chose, c'est justement l'individualisme. Och
det här det är förstås en politisk värdering att man tycker att var och en har rätten att forma sitt eget liv och man ska inte bli inlagd i några boxar eller några klasser eller några kollektiv. Men individualism innebär också en sorts kultur som är väldigt fokuserad på att blicka inåt i det egna inre livet. Et évidemment, cela est politique, l'idée de pouvoir être un individu et non pas être groupé tout simplement dans une catégorie ou dans une classe sociale, par exemple, dans une certaine case. Mais par contre, c'est aussi l'individualisme dans le sens d'un regard vers l'intérieur. Och kanske kan man säga då att det är långt gånget individualistiska kulturer. Så är människor ständigt liksom medvetna om vad de själv tycker om olika saker och man har en ständigt utvärderande blick på världen runt omkring sig. Ta till exempel konsumtion som exempel. När man köper kläder i affären, då handlar det om att känna efter vad känner jag och sen att utvärdera och göra ett val efter vad man känner. Et dans cette culture individualiste, il y a toujours l'idée de partir du soi. Moi, je pense, donc moi, je vois, j'ai un regard, je porte mon regard vers l'extérieur. Par exemple, si on prend l'exemple de la consommation, quand on va dans un magasin pour acheter quelque chose, ça part de soi, de qu'est-ce que moi, je voudrais. Och den utvärderande blicken då, i ett individualistiskt land som Sverige, den riktas också mot naturen. Vad är det i den, alltså så att man utvärderar naturen efter vad den ger mig själv. Et ce regard porté donc de l'individu va exister aussi en Suède par rapport à la nature. Donc on se voit soi-même par rapport à la nature. Och det är det som kan förklara hur Sverige samtidigt kan vara, enligt sin egen självförståelse då, världens mest naturälskande land. Samtidigt som man har 4000 rödlistade arter och en monokulturell produktionsskog som har lämnat bara 4% av den svenska skogen i sitt naturliga tillstånd. Et cela peut peut-être expliquer que d'un côté, les Suédois, peut-être une idée saugrenue, pourraient croire que nous sommes vraiment les plus grands amoureux de la nature du monde, mais en même temps, il y a 4000 espèces en voie de disparition et une monoculture très répandue, notamment qui m'a donné lieu à une situation où il n'y a que 4% de la terre qui est sauvage. Men samtidigt som det finns den här individualistiska, liksom själva inåtblickande synen på naturen, så är den upplevelse som folk upplever sig få när de är ute i skogen mest, om man gör enkätundersökningar och intervjuar folk, det är en känsla av samhörighet, alltså att inte känna sig ensam. Så att länken mellan naturen och ensamhet och individen är väldigt ambivalent. Et voilà toute l'ambivalence, car quand on demande aux personnes comme ça dans des questionnaires la relation avec la nature, l'individu et son regard sur la nature, les expériences qu'on a par exemple dans une forêt, eh bien les Suédois en général vont se sentir en relation intime finalement avec la nature, donc dans la solitude, ils sentent une connexion forte avec la nature. Alors, voyant que le temps file et pour ne pas s'en tenir à une culture individualiste exacerbée, je propose qu'on passe à la lecture d'un dernier extrait qui montre la manière aussi dont très intelligemment Kerstin Ekman va tisser une sorte de communauté d'auteurs auxquels elle fait référence et qui trace quelque chose de l'ordre du collectif dans ce rapport introspectif qui a été détaillé par David. L'automne se prolongeait, avec des flocons de neige par intermittence. L'hiver a fini par s'installer et la neige par recouvrir les pierres et le pied de fougères flétries sous lequel nous avions enterré Zenta. J'aimais à penser qu'elle dormait, libérée de la douleur qu'elle avait essayé de dissimuler, mais aussi libérée de l'envie de flairer l'air et de sentir soudain une odeur, de courir. Moi-même, je ne le pouvais plus, mais je voulais vivre. Les activités hivernales ont commencé.
j'ai relu les histoires de bas de cuir de mon enfance à eux de la part de grand-père, Noël 1959. Je me suis rappelé la difficulté qu'avait eu l'enfant de 11 ans à prononcer le nom de James Fenimore Cooper. Jack London était plus facile à articuler. Son appel de la forêt, je l'avais reçu de mon père. Mais bien plus tard, désormais, je connaissais le titre en anglais, The Call of the Wild. Inga m'avait acheté la VO. Un chien domestique bien traité, avec ses maîtres, pouvait-il sentir que ses cousins sauvages l'appelaient? Je ne sais pas. Haut sur pattes, entendait sans doute la meute de Bratton hurler tôt le matin ou tard le soir, après une bonne chasse. Mais il n'était pas certain qu'il ose s'aventurer là-bas. Pour moi, il était devenu un solitaire errant. Comme Tourguenieff, ces chasseurs tuaient bien un oiseau de temps en temps, mais en réalité, dans ce recueil de nouvelles, l'écrivain voulait écrire sur les gens, ceux auxquels il ne ressemblait pas vraiment, les êtres étranges, légèrement dérangés, les propriétaires terriens excentriques, les paysans serviles mais pleins d'assurance, les jeunes garçons qui confondaient leurs rêves dans la nuit d'été. N'était-ce pas eux les plus beaux solitaires errants? Il n'existe personne de plus seul qu'Ismaël. Le Pécon est détruit lorsque le cachalot blanc attaque le navire. Le capitaine Achab se noie dans sa propre haine. J'aurais aimé que Quiquet puisse être sauvé par Ismaël et qu'ils flottent tous les deux sur le cercueil. Je fantasmais souvent sur cette idée lorsque j'étais plus jeune. Ismaël le voyait parmi les vagues et réussissait à le remonter à la surface. Le plus noble des cannibales et le plus habile des harponneurs redevenaient amis. Mais ce n'était pas bien sûr le cas, car il n'y a pas d'histoire en dehors d'un livre. Jamais. Voilà, donc non, très bien. Je voulais justement terminer aussi sur cette notion qui est vraiment au cœur du récit de Kerstin Ekman, à savoir qu'on a à la fois quelque chose d'effectivement très solitaire et en même temps, voilà, à travers un jeu de références littéraires, on entend Moby Dick, on entend plein de choses, il y a en même temps, voilà, une communauté qui se construit. Je ne sais pas s'il y a une réaction, peut-être aussi un sentiment que vous avez eu sur le texte et qu'on n'aurait évidemment pas évoqué. Alors, on ne peut malheureusement pas tout évoquer, et surtout pas dans un format expérimental comme celui-ci. J'espère que, en tout cas, vous avez plu. Est-ce que vous voulez peut-être réagir? Jag kan säga en avslutande kommentar. Jag tycker att det finns det här med en tematik som har att göra med personskap. Hur något blir en person. Och det här är en tematik som finns i den ekologiska rörelsen när man diskuterar naturen och naturens rättigheter till exempel. Man kan rent juridiskt ge till exempel, på vissa ställen i världen så kan man ge juridisk personskap till exempel ett naturområde eller en flod eller ett berg. Oui, je voudrais parler de quelque chose avant de terminer.
Je voudrais parler de cette idée de la personne, la personne juridique. C'est-à-dire que dans le mouvement écologique, on peut donner de droit à la nature. Par exemple, dans certains contextes, on donne le droit de la personne juridique. Men det här med personskap, det är inte bara någonting juridiskt, utan det handlar också om en förändrad blick på naturen och på andra arter. Mais ce n'est pas seulement juridique, c'est aussi l'idée de changer la vision de certaines espèces de la nature. Och i bästa fall så finns det en rörelse på gång när vi håller på att utveckla en annan blick på de andra arterna. Och där de inte bara är objektiverade föremål för vår produktion och för människans fortlevnad, utan faktiskt existenser och personer som lever i sin egen rätt. Och jag tycker att den här boken, en av dess främsta kvaliteter är att den skildrar ett sånt perspektivförskjutning av blicken, alltså ett förändrad blick på naturen som en annan, som den andra, som en annan person. Et dans ce concept, quelque part, de ce qu'on pourrait dire la caractérisation, dans ce mouvement écologique, l'idée maintenant, on essaie de se tourner vers un nouveau regard, un regard qui n'est plus le regard qui porte sur les besoins humains, où la nature n'est là que pour satisfaire certains besoins humains, mais qu'au contraire, les espèces dans la nature auraient leur propre caractère, leur propre droit d'existence, et donc une perspective qui devient différente. Et moi, je pense que dans cet ouvrage, c'est justement ça. Elle arrive à transcrire ce sentiment-là. Och en sån förändrad blick kommer då inte bara förvandla synen på naturen som den andra, utan också förvandla den förståelsen av en själv. Et ce regard différent sur la nature ne change pas seulement cette idée où la nature est l'autre, autrui dans ce sens-là, de l'autre, mais que c'est aussi le changement du regard sur soi. Réagir peut-être un élément du texte sur lequel on peut évidemment pas tout évoquer et l'idée c'était d'effleurer un certain nombre de notions et de thématiques. Juste une toute petite chose, parce que je crois qu'il y a peut-être des questions et qu'il ne faut pas tarder à... Non, c'est simplement que ce rapport, enfin sur ce dernier extrait, sur le rapport au carnet le journal intime, le carnet de bord de ce petit garçon qui n'est fait que de faits, en fait. Et comme si ce vieil homme qui, comme ça, voilà, est obligé, en fait, sa mémoire est beaucoup plus... alors, est-ce que... par rapport à la vérité, parce que c'est des souvenirs, donc évidemment, mais comme si la sensation était beaucoup plus forte que le mot, et que finalement, en fait, par le biais de la littérature, en fait, de tous ces auteurs, parce qu'il y a pas seulement ces auteurs qu'on cite là, mais il y a le livre d'or de la jungle qui revient beaucoup, il y a Turgenev, le récit de chasse, il en parle, pardon. Oui. Non, mais là, dans cet extrait, non. Non. Mais et Brême, l'encyclopédie, comment ça s'appelle exactement ? Du règne animal, comme si la littérature en fait donnait tout l'aspect, donnait vie à ça et donnait tout cet aspect dont je parle depuis le début, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de très fort chez elle, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai travaillé, l'indicible, ce qui se cache derrière et ce qui fait littérature et ce qui fait aussi le rapport à l'autre, le rapport au règne animal et à la nature. Et c'est vrai que Kerstin Ekman dit elle-même que ces concepts, elle n'aime pas l'idée de l'environnement, de la nature, mais c'est la déambulation, la description précise des choses qui font nature pour elle. Juste pour... vraiment, lisez ce livre, je vais faire une page de pub, parce que je trouve que c'est un merveilleux texte sur la mémoire. C'est pas simplement que sur la nature, c'est beaucoup sur la mémoire. Sur un homme âgé qui regarde effectivement ce texte et les traces du loup, c'est les traces de sa vie qu'il veut interpréter. Il y a vraiment, je trouve, quelque chose qui relève vraiment du génie, d'avoir mêlé comme ça
quelque chose qui relève d'une histoire littéraire, de l'histoire d'une vie, du rapport à la nature. Et en fait, c'est vraiment porté comme ça par un même élan, c'est vraiment magnifique. Voilà, et si vous voulez une continuité visuelle de ces thématiques, je rappelle qu'il y a l'exposition évidemment ici à l'Institut suédois. On aura peut-être le temps de 3 questions. N'hésitez pas. Merci. Bonsoir. Alors merci beaucoup déjà pour cet échange qui était très riche. Vous avez rappelé avec raison que le rapport qu'on entretient avec la nature, avec les animaux, dépend d'une histoire culturelle assez complexe. Et je profite du fait qu'on est un historien des religions, peut-être pour nous dire si ce rapport avec la nature, ce rapport quasi sacré que les Scandinaves entretiennent avec la nature, a une relation avec le fait que peut-être ces pays ont été christianisés assez tardivement. Donc est-ce qu'il y aurait une survivance des croyances ou des traditions pré-chrétiennes dans ce rapport un peu sacral que les Suédois entretiennent avec la nature? Det är en intressant fråga. Det finns den allra första historiska källan till det ord som sen blir ordet för svensk kommer från den romerska historikern Tacitus. Oui, la question est intéressante. La première source historique pour d'où vient le nom suédois serait de l'historien romain Tacitus. Och för 2000 år sedan så beskrev han de här nordgermanska stammarna då, i sin studie om deras kultur. Och det första han skriver där, det är att de är inte som oss romare. Utan när de tillber sina gudar så tillber de dem inte i tempel i städerna utan ute i skogen. Et donc c'était il y a 2000 ans qu'il a décrit donc les peuples germaniques du Nord en disant que eux ils n'étaient pas comme les Romains. Et pourquoi? Parce que quand on se tournait vers les dieux et les déesses, c'était pas dans un temple mais dans la nature. Och det är självklart så att i den förkristna religionen som fanns i Norden fram tills för 1000 år sedan så levde ju människor i en sakraliserad natur. Et bien sûr, dans l'univers pré-christianisme, c'est-à-dire il y a 1000 ans, eh bien, les gens vivaient dans la nature, très près de la nature, dans un monde sacré de la nature. Men samtidigt har vi haft 1000 år av kristen historia. Och jag tror att kultur och historia formas liksom i lager på lager på lager. Där man i samtidens svenska liksom, naturattityder kan se spår av alla de här lagerna. Framförallt den moderna industrialiseringen men också den lutherska perioden, det katolska och det förkristna. Et je pense qu'ensuite, s'en est suivi 1000 ans de christianisme, et il y a quelque part une couche sur couche qui se forme. Et je pense que dans notre rapport à la nature, nous pouvons retrouver toutes ces différentes couches, avec le luthéranisme, avec le catholicisme, et ces différentes couches qui se sont interposées. Juste pour rajouter, il y a... quand on se penche sur des textes extrêmement divers du XVIIIe siècle, plus anciens, mais très nombreux au XIXe siècle, on se rend compte qu'il y a toujours, partout, un même regret, un même désespoir devant la perte du lien avec la nature, qui expliquerait beaucoup de choses. Par exemple, au XVIIIe siècle, l'un des grands fondateurs de la psychiatrie moderne, un Français, il explique les maladies mentales comme résultant du mode de vie artificiel que nous avons. C'est une idée qui est tellement sous-jacente chez énormément d'auteurs très variés en Europe, au sens vraiment large du terme, que vraiment il y a quelque chose qui est lié à notre culture.
l'impression d'avoir perdu un lien essentiel avec la nature. Quelque part, ça ne doit pas nous étonner parce que c'est d'une certaine façon la transcription de l'héritage biblique qui nous dit, effectivement, on vivait dans un jardin d'Éden, Adam et Ève, qui étaient végétariens, qui vivaient en paix et en harmonie, et du fait de l'arrogance de l'être humain qui a voulu savoir, on a perdu cet état d'harmonie, et tous les malheurs viennent de là. Quelque part, c'est le grand récit environnementaliste que l'on fait aujourd'hui, c'est exactement le même récit. Il s'inscrit vraiment tout à fait dans les pas. Et qu'on retrouve cette déploration de la perte du lien avec la nature partout ne doit pas étonner. Oui. Bonsoir et merci d'abord pour cette réunion absolument formidable. Alors je vais en venir tout de suite à l'écriture de cette autrice que je ne connais pas. Et donc que je connais grâce à la langue française, donc grâce à vous, qui l'avez traduite. Et bon, moi je n'ai pas encore lu ce livre, Thierry ne me l'a pas encore prêté, il l'a accaparé. Bon, et voilà, et quand même, je voudrais parler de cette écriture qui m'a quand même beaucoup frappée. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une écriture assez droite, je dirais, que j'aime beaucoup. Et donc parler de cette autrice, parce que je me suis un peu renseignée avant de venir, et je sais que c'est pas une toute jeune autrice, et voilà. Donc j'aurais bien aimé qu'on en dise un peu plus de cette femme qui n'est pas toute jeune et qui a une plume formidable, grâce à vous. Bah, merci. Peut-être. C'est-à-dire que c'est oui, ce que... pardon. Oui, je suis passeuse de... Enfin, après, c'est vrai que c'est je ne sais pas comment répondre. Enfin, Chastine Ekman... Je voulais en savoir un peu plus par rapport à elle, à cette autrice que moi, je ne connaissais pas du tout. Bah, c'est effectivement une autrice extrêmement connue en Suède, qui a été à l'Académie suédoise, qui a fait je ne sais pas combien de dizaines de romans, et qui est vraiment connue pour ce rapport à la nature. Elle a écrit des très très beaux romans qui n'ont malheureusement pas été traduits en français. Si, il y en a quelques-uns, mais vraiment pas toutes ça. Mais Maria, peut-être que toi tu pourrais plus répondre sur... Ouais, non mais parce que moi c'est le premier roman d'elle que je traduis, après je la connais effectivement bien, mais je peux pas faire une biographie comme ça, je suis... Oui, donc Chastine Ekman a 91 ans, elle était trop vieille pour pouvoir venir, donc elle ne voyage plus. Elle a passé du temps en France, je crois qu'elle parle un peu français même. Il y a quelques livres qui sont traduits en français chez Actes Sud, à part donc celui-ci qui est chez de Noël, voilà. C'est un polar qui est très très bon, qui s'appelle Événement au bord de l'eau. Crime au bord de l'eau en français. Ouais. C'est en suédois que c'est Événement au bord de l'eau. Et puis un autre qui s'appelle Les brigands de la forêt de Skull, qui est sur une sorte de souche qui est un troll qui a plusieurs centaines d'années et qui raconte sa vie et ce qu'il voit et les hommes qui traversent la forêt. Donc ça, je crois que c'est... Et puis il y a aussi un plus ancien, un polar plus classique qui est peut-être moins intéressant. Et après, elle a écrit énormément de choses, aussi beaucoup d'essais sur la nature. C'est vraiment quelqu'un, un botaniste aussi, un connaisseur. Non, la langue est formidable. Oui, elle a eu le prix à Auguste, qui est l'équivalent du prix Goncourt 2 fois. Mais c'est vrai que moi je peux dire que c'est un des romans qui a été les plus compliqués à traduire, mais compliqué dans le sens, qui m'a demandé vraiment un travail en fait, de tordre la langue française. Ça a été quelque chose de réussir à avoir ce dont je parlais tout à l'heure, d'enlever cette sophistication qu'il y a d'une manière complètement structurelle en fait à la langue française. Et puis ce qui est assez, si j'ai 3 minutes, mais ce que disait David aussi, sur le rapport à la personnel introspectif,
qui est assez intéressant parce qu'elle utilise aussi beaucoup, et ce qu'on retrouve beaucoup dans les auteurs du Nord, c'est des formulations indéfinies, en fait des formes indéfinies où on est souvent traversé dans les pays scandinaves, enfin en suédois en tout cas, par des émotions, parce que on dit il y a quelque chose en moi qui ne va pas, et en français on dirait je ne vais pas bien. Enfin, donc il y a comme une sorte de, on n'est plus sujet de ces émotions mais objet, et c'est vrai qu'elle le travaille aussi beaucoup et je me suis demandé même si c'était, enfin voilà, si ça se développait même pas ça aussi un petit peu sur le fait qu'elle c'est le rapport intime évidemment à la nature, mais aussi c'est comme si les éléments étaient plus grands que nous en fait et nous traversaient, et on était les maîtrisait pas complètement parce qu'on n'était pas maître, enfin oui, on n'était pas on n'était pas sujet mais objet, je sais pas comment. Oui, oui, voilà. Et bon, il y a beaucoup de choses et c'est vrai qu'elle a une langue qui ce côté de rudesse, de délicatesse et de le régionalisme et beaucoup de choses qu'il ne faut surtout pas lisser en fait, parce que en rendre comme ça un français fluide, voilà, qui a été non, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce qui me touche beaucoup moi, parce que l'écriture, c'est réussi, tant mieux. C'est beau, l'histoire de la nature, tout ça, moi pareil, enfin, bon, je vais lire le bouquin là qui a supplanté Shakespeare et la Bible, ça y est, c'est bon. Ça, je vais le lire grâce à vous, parce que je ne le connais pas, et je suis une... Voilà, mais je trouve que l'écriture est quand même, là, je l'entends, quoi. Donc même à travers une traduction, elle doit être pas mal. Ben oui, mais bon, voilà, bon, c'est pas la première fois que je vous entends en tant que traductrice, mais franchement, ça me donne très envie de lire cette toute jeune autrice. Oui, voilà, c'est ça. De 91 ans. Voilà. Alors, on va rester sur cette idée de jeunesse infinie. Pour peut-être nous terminer cet échange, je voudrais remercier à nouveau très chaleureusement nos panélistes ici présents. Merci infiniment, merci Thierry pour vos lectures. Merci à chacun et chacune pour vos interventions et vos éclairages. Merci évidemment à vous, public, d'être venu. Si je ne me trompe pas, l'ouvrage de Kerstin Ekman est disponible voilà, à la sortie de la salle. Merci évidemment à l'Institut suédois et à ses équipes ici présentes pour l'invitation et pour l'organisation de cette rencontre. Merci, excellente soirée à toutes et à tous.